Je suis né d'une famille très très modeste. J'ai pas débuté l'école convenablement comme les autres. Nos parents ont dû décider de construire une école de brousse qui n'était pas reconnue par l'État pour nous faire suivre, disons, les cours. Donc, nous n'hésitons pas, à la demande de X ou Y, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à offrir nos services de manière gratuite. Je peux jamais souhaiter même à mon ennemi de perdre son emploi parce que c'est très difficile. J'étais à Boaké dans la zone de guerre, j'ai fui, je viens à Abidjan et quand j'ai fini mes études, la première opportunité qui se trouve c'est à Boaké. Alors j'ai choisi d'y aller. Bienvenue dans l'épisode 5 de Portrait d'entrepreneur congolais, qui est également l'épisode 1 du parcours de Paul Kofi-Goli. Vous avez été nombreux à regarder le parcours de Jalis, particulièrement l'épisode 1. Je vous mets ici d'ailleurs la playlist sur laquelle vous pouvez venir à tout moment pour regarder la suite. Je tiens à vous remercier pour cette mobilisation et aussi pour vos nombreux messages et commentaires bienveillants, de soutien et d'encouragement. Sachez que je vous suis infiniment reconnaissante de vous être abonné à ce compte, de regarder mes vidéos, de les commenter, de les liker, de les partager à vos proches. Ça me donne vraiment de la force de continuer à partager avec vous ces profils très inspirants. Et je peux vous dire que celui-ci n'est pas en reste. Paul Kofi-Goli est le fondateur et l'associé gérant de Top Tax International, un cabinet de conseil en fiscalité et droit des affaires, entre autres. Fondé en 2018 et déjà implanté au Congo et au Rwanda, avec une ouverture imminente en RDC prévue pour l'année 2024, et dont le siège social se trouve à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Je l'ai rencontré en allant acheter ma place pour l'Executive Business Forum qui avait été organisé par son cabinet fin 2022 et auquel j'avais participé pour réseauter. Comme vous le savez, je souhaite rentrer au Congo et donc l'un des moyens de se constituer un réseau de qualité est d'investir dans la participation aux bons événements. En allant récupérer ma place, son équipe et lui m'ont fait un accueil des plus chaleureux, tout en faisant preuve d'un grand professionnalisme. Après un échange avec son commercial, qui m'explique qu'ils ont tenu à me rencontrer parce que j'étais la seule à m'être inscrite à cet événement en nom propre, tous les autres participants venant sous couvert des entreprises pour lesquelles ils travaillaient, et que ça leur faisait d'autant plus plaisir que j'étais une femme qui participait à un événement dans un domaine dominé par les hommes. Et si c'est vrai en Occident, vous comme moi savons combien c'est encore plus vrai en Afrique. Donc après cet échange, il m'annonce que le patron lui-même veut me rencontrer. C'est donc ainsi que je me retrouve dans son bureau, dans le bureau de Paul Kofi-Goli, à faire connaissance avec lui, à lui raconter pourquoi j'ai souhaité participer à ce forum et lui parler de mon projet de business au Congo qui n'a même pas de nom à ce moment-là. C'est l'une des premières personnes à qui j'en parle et à ce moment-là, j'ai pour matériel un iPhone bancal, une paire de micros achetés sur Amazon et dont je vais me rendre compte qu'un seul des deux fonctionne et un trépied. La discussion tournant exactement comme ce que j'ai en tête pour le projet, dans le sens où, pendant qu'il me raconte brièvement son parcours aussi de son côté, je me rends compte qu'il est typiquement le genre de personne dont je veux partager le parcours ici. Parce que c'est un homme aux origines modestes qui a tracé et trace son chemin vers le succès par sa résilience, son abnégation, sa priorisation de l'excellence et sa vision. Je me lance alors et lui demande s'il accepterait qu'on ait l'équivalent de cette discussion sous forme d'interview. Ce à quoi il me répond oui sans la moindre hésitation. Vous n'imaginez pas la dose de motivation que ce oui a insufflé en moi. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est lancé, tu vas le faire. Si tu as réussi à convaincre quelqu'un de son calibre après un simple échange, qui va te dire non? Qui te peut, Joanne? Alors merci beaucoup Paul d'avoir été le premier à avoir cru en moi et à m'avoir poussé à croire davantage en moi, en prononçant juste ces 3 lettres. Je ne vous en dis pas plus sur ce monsieur, je vous laisse le découvrir. Place à l'interview. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo.
N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. J'aimerais que tu te présentes pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Qui est Monsieur Paul Kofi-Goli? Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il a grandi? Grosso modo, quelles sont les circonstances de ta vie qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui? Merci Joanne pour l'opportunité que tu me donnes de parler un peu de moi. Je suis Goli Kofi Paul. Je suis né d'une famille très très modeste. J'ai débuté l'école en 1983. Après un raté en 1982. Et il faut dire que j'ai pas débuté l'école convenablement comme les autres, en parenthèse, parce que nous étions à environ 200 km de la ville et la première école primaire qui était proche, c'était au moins à 30 km. Donc nos parents ont dû décider de construire une école de brousse qui n'était pas reconnue par l'État pour nous faire suivre, disons, les cours. Et c'est dans ces conditions que, par amour pour l'école, nous y sommes allés, avec joie d'ailleurs. Il fallait marcher chaque jour 6 km en aller, chaque 6 km en retour. Et cette école avait juste un niveau de cours préparatoire et de cours élémentaires première année, donc du CP1 jusqu'au CE1. À l'issue de ces 3 années, notre papa a décidé de nous faire admettre à l'école publique reconnue par l'État. Donc nous avons quitté une zone, disons de Gagnoa pour une autre zone, Oumé, et c'est là-bas que nous avons pu être reconnus par l'État. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé jusqu'à l'obtention de l'entrée en sixième. Et une fois admis donc au collège, j'ai eu la grâce d'être orienté dans une école d'excellence, une école catholique à Gagnoa, où j'ai pu faire mon premier cycle, à l'issue duquel j'ai été également admis au second cycle dans une école catholique. Donc, ces deux écoles-là m'ont véritablement façonné en termes d'éducation. Et après coup, en 1998, j'ai pu être admis au baccalauréat série A2. Alors, après mon baccalauréat, je me suis inscrit en faculté de droit à l'université de Bouaké, qui est la seconde université du pays. Mais là, j'ai dû faire face à d'énormes écueils. Une maîtrise en droit, normalement, ça se fait sur 4 années, 4 bonnes années. Mais compte tenu des circonstances du moment, nous avons effectué notre maîtrise en 7 ans, sans redoubler. Mais il faut dire que ces 3 années que nous avons perdues étaient dues d'abord à un coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu des grèves qui ont abouti à une année blanche. Et par la suite, il y a eu la crise qui avait débuté en 2002, en septembre 2002. Et donc, tout cela mis ensemble, ont essayé de nous tirer vers le bas. Mais il faut dire que Dieu m'a fait grâce d'être suffisamment résilient, d'être très flexible, si bien que quelles que soient les circonstances de la vie, je parvenais toujours à avoir la foi et à m'engager, quelles que soient, disons, ces difficultés. Après 7 ans passés à l'université, j'ai pu obtenir une maîtrise, à l'issue de laquelle j'ai eu mon premier stage. Vous voyez un peu l'image, je quitte la zone de guerre, Bouaké, je viens à Abidjan, et lorsque j'obtiens la maîtrise, ma première opportunité qui se présente, c'est à Bouaké, dans la zone de guerre. Oh, wow. Alors, il fallait choisir entre aller ou ne pas aller. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que ce qui est fait pour la terre ne peut pas rester en l'air. Voilà. Donc, j'étais à Bouaké dans la zone de guerre, je fuis, je viens à Abidjan, et quand je finis mes études, la première opportunité qui se trouve, c'est à Bouaké. Alors, j'ai choisi d'y aller, je suis allé à Bouaké, j'ai fait 5 mois, et après ces 5 mois, je suis revenu à Abidjan, et j'ai dû postuler pour obtenir une bourse pour effectuer un 3e cycle. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu être retenu, ce qui m'a conduit à effectuer un master 2 en fiscalité à l'ISM Dakar. En 2006, j'achevais donc mon cursus scolaire et universitaire. Ok. Et donc, après, tu achèves ton cursus scolaire et universitaire. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as une opportunité au Congo directement ou tu travailles d'abord en Côte d'Ivoire ou au Sénégal éventuellement? Donc, quelle est la suite en fait, juste après tes études? Oui, il faut dire que Goli Paul n'est pas quelqu'un de très particulier, mais je peux dire que je bénéficie d'une grâce divine spéciale. Donc, lorsque j'ai achevé mes études à l'ISM Dakar, la semaine qui suivait, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et 2 semaines après, j'ai postulé dans divers cabinets et j'ai été retenu aussitôt dans un cabinet dont le propriétaire était l'associé principal de KPMG. Et donc, j'y ai passé 6 mois. Et puis, par la suite, j'ai été admis en stage chez Deloitte. Et alors, j'ai passé le stage, l'essai et j'ai été embauché. Avant même d'aller à Dakar pour faire ma soutenance. Là, c'est encore la grâce de Dieu. Donc, j'ai passé 3 ans et demi chez Deloitte. Et par la suite, j'ai été recruté par EY, où j'ai passé 2 années. Et donc, c'est de chez EY que Schlumberger, donc le géant américain des services pétroliers, m'a recruté en tant que sous-directeur fiscal pour l'Afrique centrale avec résidence à Pointe-Noire, au Congo. C'est donc là que tu arrives à Pointe-Noire. Ah oui.
C'était, tu peux me rappeler en quelle année? C'était le 4 août 2012. D'accord, ok. Malheureusement, ce temps chez Schlumberger n'a pas été très long, puisque 2 ans et demi après, on s'est séparés, je dirais de manière brutale. J'ai été licencié. Voilà, ça fait partie de la marche de toute personne. Il y a le succès, mais également l'échec. Comme je le disais, je suis très résilient. Vous voyez, imaginez-vous un jeune cadre avec sa famille à l'étranger qui perd son emploi. Alors, c'est tout un tourbillon. Alors, vous voyez, juste une parenthèse, je peux jamais souhaiter même à mon ennemi de perdre son emploi parce que c'est très difficile. Et à ce moment, mon épouse a joué un très grand rôle. Elle m'a soutenu. Nos enfants étaient encore tout petits. Elle m'a soutenu et elle m'a permis donc de pouvoir tenir et d'envisager une autre opportunité. Donc, nous avons investi dans la restauration. Voilà l'entrepreneuriat. Nous avons investi dans la restauration ici à Pointe-Noire. Cocotier Riviera, le nom du restaurant. Alors non, c'était pas Cocotier Riviera, c'était Terrasse 225. Ah, d'accord. Voilà, toujours en pita, Terrasse 225. Ça fait un boom, mais comme vous le savez, tout le monde n'apprécie pas tout le monde. On a été victime de beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, donc le business a pris un coup. Entre-temps, j'avais postulé à une offre. Et puis bon, par la grâce de Dieu, j'ai été retenu comme directeur fiscal Afrique centrale au groupe DHL, Deutsche Post. Donc, janvier 2015, j'ai débuté une nouvelle carrière chez DHL, toujours avec résidence à Pointe-Noire. Et ça m'a permis véritablement d'approfondir la pratique fiscale et de voir également ma capacité d'apporter quelque chose à la société, en fait, puisque, faut le dire, l'Afrique centrale fait partie des zones les plus difficiles en matière de fiscalité. Difficile comment? En termes de pratique, la pratique est vraiment différente des autres zones. J'ai eu la chance de faire pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. Voilà, j'ai fait l'UEMOA où il y a 8 pays, j'ai fait la CEMAC avec la RDC où il y a 7 pays. Donc, j'ai quand même cette capacité de regarder les choses autrement, de manière comparative. Voilà. Et l'Afrique centrale est vraiment difficile. D'abord, les tests et puis la pratique. Il y a une sorte de, je peux dire, de griffe d'harcèlement. Voilà. Il y a beaucoup de contrôles. Les administrations effectuent des contrôles de manière très récurrente, ne laissant pas de temps aux entreprises de se concentrer sur leur ligne de métier et leur activité. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas facile. Mais bon, on a pu tenir. Voilà, vous pouvez imaginer que quand je prends fonction, c'est une série de contrôles à n'en pas finir. C'est très excessif, très excessif. Quand on se met et qu'on fait une comparaison entre, on prend 4-5 pays, le rythme dans un pays A, il est totalement différent du rythme dans un pays B, alors qu'une entité établie dans un pays A peut faire l'objet de 2 contrôles en 3 ans, 4 ans. L'autre établi dans un pays B peut faire l'objet de 5-6 contrôles en une même année. Vous voyez, donc cette pression-là, dans nos communications, nous essayons, n'est-ce pas, de pouvoir expliquer à nos interlocuteurs, aux administrations, aux décideurs, qu'il est possible de bien collecter l'impôt en réduisant la pression, en fait. Voilà, on peut simplifier l'impôt, encourager les contribuables à payer spontanément, à déclarer, à payer spontanément. Vous voyez, mais lorsqu'il y a trop de pression, chacun a tendance à pouvoir prendre des dispositions pour échapper tout cela. Oui. En fait, ça n'aide pas le pays parce que ça favorise on triche un peu. Humainement, lorsqu'on a trop de pression, on a tendance à se protéger, à vouloir échapper, se battre pour échapper à la pression. Donc, c'est un peu comme ça dans le milieu économique. Mais au-delà de ça aussi, quand on fait une petite analyse, on peut découvrir que la pression des contrôles peut facilement bouffer 30 à 40% du temps des chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise qui est chargé de produire la richesse, s'il n'a pas ce temps pour produire la richesse, l'administration ne pourra pas venir pour récupérer son impôt. Donc, il faut laisser le temps au chef d'entreprise et à son équipe de travailler, de produire la richesse. Et sur cette richesse, l'administration va asseoir l'impôt pour récupérer sa part. Mais si on lui bouffe tout le temps, vous voyez, c'est un manque à gagner des deux côtés. Et donc, dans votre parcours, à quel moment naît Top Tax International? Il y a eu 2 événements majeurs, je peux dire 3. Lorsque j'occupe mon dernier poste, je vois mon impact dans la gestion de la situation fiscale de mon groupe. Il y a eu cela. Ensuite, en 2015, je me suis proposé auprès du patronat à agir comme un consultant en rédaction technique dans une revue qui s'appelait Unicongo. Je faisais publier des articles techniques qui traitaient de problématiques spécifiques. Et après publication, j'étais appelé par plusieurs personnes qui appréciaient ces écrits et puis les questions qui étaient traitées. Et d'autres même allaient jusqu'à me consulter au point où je sois tenté de leur facturer. Il y a eu un autre événement. Lorsque j'avais perdu mon boulot, j'essayais de proposer mes services dans des cabinets
Alors, j'ai été dans un cabinet, j'ai discuté avec une dame qui a eu un regard très condescendant à mon égard. Elle disait que oui, je peux savoir que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, mais tel que je vous vois, je ne pense pas pouvoir vous donner tant. Je préfère vous poser tant. Une proposition, je dirais, entre griffes très méchante. Quand je suis sorti de là, je me suis arrêté quelque part et j'ai créé mon adresse email Tax Consultant. Voilà, donc j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais écoutez, j'ai quand même près de 7 années d'expérience. Je pense pouvoir être utile, même si on ne m'emploie pas, moi-même je peux essayer quelque chose. Il est vrai que en toute chose, le départ est difficile, mais je pense pouvoir être utile. Donc tous ces éléments mis ensemble m'ont poussé à réfléchir sur l'opportunité d'entreprendre, pour essayer de contribuer d'une meilleure façon à la création de richesses. D'accord, ok. Et donc, ça fait combien de temps que Top Tax International existe officiellement maintenant? Parce que je comprends que c'est venu progressivement par une suite d'événements auxquels tu as fait face et aussi par rapport à ce que tu as pu constater quand tu proposais tes services à Nikongo, etc. Mais depuis combien de temps officiellement Top Tax International a été créé? Alors, il faut dire que l'appétit est véritablement venu à fin 2016. D'accord. Et en 2017, pendant que j'étais salarié quelque part, j'ai été consulté par des gens. D'abord, un cabinet d'avocats établi en Europe. Ils m'avaient consulté pour des dossiers ici au Congo. J'ai répondu, ça a bien marché. Par la suite, filiale congolaise de multinationales. Et ça devenait assez intéressant. Donc, en courant 2017, j'avais même eu un contrat d'abonnement. Donc, j'avais un client que j'accompagnais. Et puis, à partir de 2018, l'idée même de quitter mon emploi pour m'engager était claire. Donc, j'en parlais avec mon épouse qui ne voulait pas entendre de cette oreille parce que pour elle, nous sommes à l'étranger. Comment allons-nous vivre sans revenus, tout cela? Surtout qu'elle a connu la période Effectivement. post-Schlumberger où Voilà. c'était un peu compliqué. Absolument. Et en mai 2018, j'ai créé juridiquement Top Tax International. Et fin 2018, au moment où je m'organisais même à trouver l'opportunité pour quitter l'emploi, parce que il fallait pas démissionner d'un coup, il fallait trouver des astuces pour que le départ soit accompagné financièrement. Je reçois une offre d'une multinationale des télécoms, très alléchante. On me dit, voilà, ce poste est à vous. Vous devez être dans tel pays, couvrir tel périmètre. Très intéressant. Donc, du coup, le cœur commence à balloter. Mais bon, la décision étant prise au mois de novembre, j'enclenche une procédure avec mon employeur qui va jusqu'en février 2019, à l'issue de laquelle nous nous séparons de la meilleure manière. Donc, je sors de là avec un petit capital, disons un petit revenu, voilà, qui me sert de capital. Donc, mars 2019, je m'organise et avril 2019, Top Tax International naît de manière officielle avec des bureaux. D'accord, ok. Ah oui, tout de suite pris des bureaux. Alors, pas directement. Le 7 février, j'ai quitté mon employeur et j'ai pris le bureau le 17 avril. Okay. Entre-temps, pendant un mois et demi, je partais dans un hôtel, je m'achetais une bouteille d'eau et j'avais la connexion Internet et puis je m'asseyais là, je travaillais. Alors, je n'avais plus mes avantages, véhicule, tout cela. Bon, tout de suite, les amis m'ont abandonné. Les gens se posaient des questions. S'il fallait pas prier pour moi parce que on peut pas laisser un tel poste pour s'engager dans du néant. Mais bon, j'écoute beaucoup des gens qui ont réussi, des entrepreneurs à succès. J'ai compris que on commence pas grand pour terminer petit. On commence petit quelque part, on rencontre ses difficultés, on porte sa croix et puis par la suite, on y est. Donc, après un temps, j'ai décidé de prendre un bureau parce que je communique beaucoup. Et donc, à travers ces communications, je commençais à avoir des coups de fil. Les gens essayaient de vouloir me rencontrer. Et donc, il fallait avoir un petit endroit. Donc, j'ai pris une chambre salon, quelque part, en plein centre-ville. J'ai fait venir mon bureau de la maison. Donc, voilà, j'avais un petit bureau, j'ai fait venir. Et puis bon, j'ai commencé. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, Top Tax et ses activités? Alors, Top Tax International, ajouté international. Oui, voilà. Top Tax International, voilà. Pardon. Top Tax International, comme tous les autres cabinets conseils, nous avons deux lignes d'activité. Nous sommes dans le conseil fiscal, juridique et douanier, mais notre activité, le conseil est dominé à 90% par le conseil fiscal. Alors, je tisse là un de mes employeurs qui a mis en avant la spécialisation. Donc, dans le département juridique et fiscal, soit vous êtes sur la ligne fiscale, soit vous êtes sur la ligne juridique. Donc, ça m'a permis d'avoir une appétence pour le fiscal.
Alors, nous faisons du conseil ordinaire, du conseil classique. Donc, pour les gens qui veulent investir, nous les orientons sur la forme juridique à adopter, le régime fiscal applicable. Également, lorsque l'entreprise est en vie, nous accompagnons à la gestion fiscale quotidienne de la fonction fiscale pour sécuriser les opérations et soutenir la croissance. Lorsque l'entreprise a dans ses relations avec l'administration également, nous les accompagnons en les défendant. Ce que j'appelle le conseil classique. Mais de l'autre côté, nous faisons ce que j'appelle le conseil stratégique, qui nous permet d'accompagner les contribuables sur des opérations spécifiques. Il arrive que le contribuable lui-même ne sache pas qu'il existe une niche ou une opportunité. Voilà, je suis orienté dans l'optimisation fiscale, dans la stratégie fiscale. Donc, en analysant la réalité, les tests, l'environnement, il m'arrive de proposer des missions stratégiques qui peuvent conduire à réaliser une économie d'impôt allant de 15 à 30, 40%. Wow. Voilà. Et souvent, des gens peuvent ne pas croire lorsqu'on en parle, mais ici, même au Congo, il y a plusieurs multinationales qui ont bénéficié de notre assistance en termes de conseils stratégiques. Et la petite histoire, c'est que Dieu nous fait grâce et notre portefeuille est constitué à 90% d'entreprises multinationales. Donc, ces multinationales-là qui mesurent l'impact de la fiscalité dans la croissance, dans la vie d'une entreprise, n'hésitent pas à nous consulter. Et nous aussi, lorsque nous avons des solutions de stratégie, nous n'hésitons pas à les proposer à ces multinationales-là. Et voilà, chacun de nous voit la réalité. Okay. Est-ce que vous accompagnez aussi des types d'entreprises ou par exemple des auto-entrepreneurs qui souhaiteraient s'installer au Congo? Est-ce que eux sont aussi dans la mesure de se payer vos services? Alors, j'ai envie de dire que nous offrons des services qu'aucun cabinet ne le fait. Je m'explique. Chaque année, nous offrons 30 jours d'accompagnement gratuit. Voilà, depuis 2020. Nous sommes acteurs en termes d'activités grand public, de formation. Oui. Et ces activités sont ouvertes à tout le monde. Toutes les personnes, physiques ou morales, qui souhaitent entreprendre, nous sommes ouverts et nous les accompagnons. Nous savons que nous-mêmes, nous avons commencé petit. Et nous n'avons pas pu avoir d'accompagnement. Et donc, par analogie, nous estimons que toutes les autres parties qui souhaitent entreprendre peuvent être également dans le besoin. Donc, nous n'hésitons pas, à la demande de X ou Y, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à offrir nos services de manière gratuite. Nous avons même essayé d'approcher certains étudiants, certaines grandes écoles, pour, n'est-ce pas, créer des masterclass pour les préparer soit à l'entrepreneuriat, soit communiquer sur la fiscalité, tout cela. Voilà, ça a été difficile parce que souvent les jeunes ne comprennent pas notre idée, notre vision, mais nous sommes en train de revoir la formulation de la chose afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Ok. Et quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés au quotidien? Les challenges sont légion.